Seb Blatter, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un livre de mémoire, Ma vérité aux éditions Héloïse d'Ormesson, les souvenirs d'un homme qui a été parmi les plus puissants du monde, qui a connu la chute, qui maintenant raconte. Quel sentiment vous anime aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, j'ai un sentiment d'une conscience tranquille et je suis heureux dans ma vie. Une thèse importante de votre livre, c'est le nœud de l'histoire, décembre 2010, l'attribution du mondial 2018 à la Russie, 2022 au Qatar. Vous dites ça fait deux déçus qui pensaient les avoir, les Anglais et les Américains, et deux ennemis mortels contre vous, c'est ça ? Alors là, c'était la débandade totale après. Parce que nous avions un consensus au comité exécutif qui disait de toute façon 2018 on allait en Europe, ça c'était normal, et puis le 2022 on a dit dans la rotation de la Coupe du Monde, allons en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord il y a un candidat, le seul candidat qui était là, les États-Unis. Qu'est-ce qui a grippé ce plan-là ? Qu'est-ce qui a empêché que ça marche ? Bon, ce qui a empêché que ça marche, finalement, c'était une intervention politique et directe de la France. De la France. Dans votre esprit. Et puis c'est établi en France partout. C'est l'influence qu'a utilisé le président Nicolas Sarkozy devant Michel Platini, président de l'UEFA, et il lui a demandé, pas ordonné, mais il lui a demandé tu devrais voter pour le Qatar, toi et tes sbires. Vous racontez plus en détail ce fameux repas où Nicolas Sarkozy convie les Qataris, ensuite Michel Platini le rejoint, d'après votre récit, et là, il y a un deal qui se fait. Oui, mais le deal, c'est un deal commercial, économique, industriel. Je n'ai rien à faire là-dedans. Au contraire, si la France peut faire un grand deal avec un pays comme le Qatar, qui est Vous chargez dans votre livre, hein, le dossier d'accusation est là parce que vous dites il y a le déjeuner, mais quelques mois après, il y a la vente des avions civils et militaires, il y a le rachat du PSG. L'ensemble de ça, selon vous, c'était le deal ? Le Qatar a changé la face. C'est quand M. Sarkozy a demandé à Platini écoute, toi et ceux qui sont avec toi, tu pourrais voter, tu devrais, il n'a pas dit tu dois, parce que Platini m'a tout de suite téléphoné, m'a dit écoute, ça va plus très bien jouer pour les États-Unis, parce qu'il a 4 voix. Et si ces 4 voix avaient changé, la Coupe du Monde serait allée aux États-Unis. La FIFA a toujours fonctionné un peu comme ça, le football mondial avec des échanges de bons procédés, ça fait partie du jeu. Quand on vous lit, on a l'impression que l'argent du Qatar a poussé trop loin la donne, c'est comme ça ? Non, c'est pas l'argent du Qatar. Là, on a toujours dit que Qatar a acheté la Coupe du Monde. C'est pas vrai, parce que l'achat de Pardon, c'est quand même ce que vous sous-entendez en disant, voilà, ils ont acheté après les avions, ils ont acheté le PSG, donc c'est un achat différé quand on vous lit. Non, mais je dis qu'ils ont acheté ça c'était dans le deal. Oui, donc c'est pas par hasard qu'ils l'ont acheté. Oui, mais économique. Ouais. Mais ce deal-là, s'il n'y avait pas eu cette intervention directe à Michel Platini, ce deal-là n'aurait pas touché la décision de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on ne joue pas quand même sur les mots ? Vous le racontez vous-même, vous dites, voilà, le Qatar à un moment donné paye 2 millions, je crois que c'est la somme que vous articulez, pour le Congrès africain. Ah non, c'est pas moi qui articule ça. C'est dit, moi j'étais pas là, mais ils ont payé 2 millions pour organiser un congrès en Afrique. Ouais. Mais ça, c'est la question de l'Afrique, de voir s'ils votent après ou pas. Mais, Monsieur Blatter, vous savez bien que si on paye 2 millions pour financer un congrès, on peut jouer sur les mots, mais c'est en tout cas, on influe sans doute pour la sympathie que ça a suscité pour le Qatar, non ? Mais on fait tout dans les grandes compétitions, et la même chose également pour les Jeux Olympiques, puisque j'étais 16 ans au CIO, je n'ai pas parlé beaucoup dans mon livre là-dedans, mais c'est la même chose. C'est la Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques, c'est un enjeu extraordinaire et important. Et on le voit maintenant également dans la Coupe du Monde de 2026, les interventions qui se font.
Parce que le football est tellement populaire. Les fameux fonds de développement de la FIFA qui permettaient d'aider certaines fédérations moins riches, bien sûr que c'était une manière d'attirer de la sympathie pour le président en place. Ce jeu-là, voilà, ça a toujours marché comme ça, non? Non. Alors là, je dois mettre un veto total, Quand je suis arrivé à la FIFA, le développement n'existait pas. Et on a commencé à développer. Et j'ai vu en Afrique, c'est là où j'ai vu, au mois de février 1976, 76 ou 76, avec le congrès de l'Afrique, j'ai vu l'importance que le football et le développement du football pouvaient avoir pour l'Afrique. Parce que quand j'ai fait la présentation, la première partie, les gens ont dit « Nous ne voulons pas du football européen, arrêtez de parler, vous êtes européens, parce qu'on a eu la colonialisation. » Alors, deuxième partie, je suis revenu et j'ai dit « Regardez ce que j'ai écrit dans le livre, un petit livret, eh ben, nous voulons développer le football africain. » Et puis finalement, j'ai vu que le football est plus qu'un jeu, surtout pour l'Afrique. Alors on commence à développer. Cette façon de faire, la façon du fonds de développement d'aider, est-ce que c'était pas à la fois une bonne action et en même temps une manière de garantir votre réélection? Mais ça se fait dans la politique depuis la nuit des temps, mais pourquoi pas l'avouer simplement? Mais je ne l'avoue pas parce que je n'ai pas à avouer. Dire. Non, mais quand j'ai commencé le développement du football, j'étais même pas secrétaire général, j'étais directeur du développement. Et c'est là où j'ai vu que c'est du bien. Personne ne pensait, ni moi, qu'un jour je devenais président. Mais bien sûr... Vraiment, vous n'y pensiez pas à l'époque? Non. Quand j'ai commencé, je pensais même pas en 98. Moi, j'aurais continué comme secrétaire général si on aurait bien voulu. Mais bien sûr, après coup, on a vu que ce développement portait ses fruits et ces gens-là remerciaient l'organisation qui leur prêtait. C'est pour ça qu'Avalanche a été réélu 6 fois. Est-ce que la limite de la corruption, c'est si précis? Je reviens à l'exemple. Quand le Qatar paye 2 millions pour le congrès de la Fédération africaine, si ce n'est pas de la corruption légalement, est-ce que ce n'est pas une manière d'influer sur un vote? Oui. Bon, écoutez, on doit juger sur cette affaire. La Confédération africaine, pauvre confédération, enfin pas très riche, elle reçoit de l'argent pour organiser un congrès, elle l'accepte. Alors qui doit intervenir là pour dire que c'est non? Je ne sais pas qui. La FIFA n'intervient pas dans les confédérations. Il y a ce mot du politicien français Herriot, terrible, qui disait « la politique c'est un peu comme l'andouillette, ça doit sentir la merde mais pas trop ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans toutes les affaires, les grandes affaires économiques aussi, c'est-à-dire il faut une marge d'arrangement, une marge de coulisses, l'attribution des grands jeux, l'attribution des Coupes du Monde, souvent il y a eu des coulisses un peu inavouables. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Mais bien sûr c'est la vérité, je viens de l'expliquer, mais ce n'est pas nécessairement l'argent, c'est l'influence économique dans le fait qu'on vous offre un travail extraordinaire, ou alors l'influence politique qui fait changer cela. Vous parlez de la culture ancienne de la FIFA. Vous dites, vous avez commencé à travailler avec Avalanche sur une poignée de main. Oui. Il n'y avait pas de contrat. Pas de contrat, non. Il n'y a jamais eu de contrat. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le monde dans lequel vous avez progressé. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, les règles sont en train de changer? Est-ce que vous avez manqué ce train-là, un moment où la culture changeait? Bon, je n'ai pas manqué ce train puisque j'étais dans le train. Mais je n'ai pas vu venir la vitesse de la locomotive qui pouvait changer le monde. L'engagement des États, vous racontez la France de Nicolas Sarkozy intervenant pour le Qatar, l'engagement très fort des États, vous dites même c'est un agent du MI6, agent anglais, qui est le premier à avertir les Américains que ce ne seront ni les Anglais ni les Américains, c'est ce que vous dites? C'est lui qui a dit, parce que ceux qui ont perdu et qui ont été touchés par la perte, c'était avant tout l'Angleterre.
Et puis ils n'ont fait qu'une seule loi en plus de celle qu'ils avaient. Et à l'époque, le Premier ministre anglais, Monsieur Cameron. David Cameron, a tout de suite dit, c'est Blatter qui a fait ça. Et puis les Américains, le soccer n'était pas 100% numéro un, et puis qu'ils n'ont pas reçu la Coupe du Monde, et que j'ai téléphoné le jour avant les élections à M. Obama pour lui dire probablement ça sera difficile maintenant que vous obtenez la Coupe du Monde. Bien sûr qu'ils n'étaient pas contents. Est-ce que les Mais Anglais... c'est les Anglais qui ont tenaillé un peu les Américains en disant hey, vous êtes aussi perdants, vous êtes encore plus perdants que nous. Ça a été le début de vos ennuis. Non, le début de mes emmerdes, si on parle français, de ça, c'était l'intervention de Sarkozy à Platini, c'est ça. Il y a quelque chose de shakespearien dans toute cette histoire, c'est-à-dire qu'un des éléments déclencheurs, c'est quand même votre antagonisme avec Platini. On a beaucoup dit le fils, le père. Franchement, il y a un moment où vous l'avez pris pour votre fils, Platini. Oui, on a juste 20 ans de différence. Ouais. Vous l'avez aimé ? Et puis, mais bien sûr, Platini était pour moi le premier support pour 2018 et c'était très important son support. D'abord, il était français et puis en France, il était un grand, il est un grand joueur et puis il s'est exprimé le 30 mars à Paris à l'hôtel. Pas à l'hôtel, au centre olympique, et il a dit, moi je soutiens Blatter. Voilà. Dans votre ouvrage, la notion d'ami, elle est un peu... On sait que dans le monde de la FIFA, on est amis, mais on peut se trahir un peu. C'est le jeu, hein, vous le racontez très bien, on est amis, on devient rival. Hein. Chez Platini, il y a eu plus que ça, vous avez été vraiment amis au sens vrai ? Avec Platini, au début, on était vraiment amis. Parce que pour les autres, quand on dit ami, il faut dire un peu complice. De temps en temps, complice, ça veut dire on est ensemble, et puis on n'est pas ensemble. Mais avec Michel Platini, j'étais ami. Et d'ailleurs, je l'ai aussi soutenu après pour son élection à l'UEFA. Vous êtes invité en 2007. Vous êtes invité à Moscou par Vladimir Poutine, vous irez ? Mais bien sûr, si j'ai une invitation d'un chef d'État, j'y vais. Platini sera aussi à Moscou ? Ça, je ne sais pas. Il a aussi une invitation, alors je ne sais pas s'il viendra. Vous le rencontrerez ? Mais un jour, on devra quand même se rencontrer. Vous lui serrerez la main ? Mais on s'embrassera, sûrement, quand on se voit. Ah ouais. Ça, des fois, les embrassades dans le monde de la FIFA, c'est dangereux. Hein. Oui, c'est venu de l'Amérique du Sud, d'ailleurs. Avant, on ne s'embrassait pas. Vous lui pardonnerez ? Mais je ne sais pas si c'est moi qui dois lui pardonner ou lui à moi. Qui a le plus trahi l'autre ? Mais personne n'a trahi. On n'a pas trahi. On n'a pas trahi. Lui ne voulait pas devenir président. Après, il était fâché parce qu'il a pensé que c'est moi qui avais déclaré à la justice suisse pour ces 2 millions. Alors, c'est quand même pas fou de me tirer dans la jambe. Mais il n'y a pas eu de trahison entre deux. Il y a eu une mésentente totale et puis surtout une distance parce qu'on ne se parle pas. C'est comme dans un couple, si on ne se parle pas, ça ne veut pas dire qu'on a trahi. Vous racontez votre parcours hors norme depuis le début, on l'a raconté, enfant presque mort-né, votre mère est au grenier, elle étend le linge, elle perd les os 2 mois avant le terme. Vous êtes un tout petit enfant, ça c'est extraordinaire la scène, hein. Vous pesez 1,250 kg, vous êtes si petit qu'on ne peut pas vous mettre dans un berceau. Hein. Oui, on me met dans une corbeille. Ouais. Et je suis moche. Ouais. Qui c'est qui dit ça ? Ma grand-mère. Ouais. Enfin, la belle-mère de maman. Elle arrive, mon Dieu, comme il est laid. Oui, il est laid. Il n'a pas les ongles. Bon. Et la sage-femme, sans le signer, fait un certificat de décès au cas où. Elle ne le signe pas, mais c'est en blanc. Non, mais c'est normal. À l'époque, dans les naissances, la sage-femme... Ça, c'est un lapsus. Oui, ça, c'est un lapsus linguae. La sage-femme, elle a un document où elle doit dire l'enfant est né, il respire, il va bien, ou l'enfant est mort, et puis on trace. Donc, elle devait attendre un peu qu'est-ce qu'elle doit faire. Au début, elle ne savait pas. Sans faire de psychologie de bistrot,
cet appétit que vous avez eu de faire grandir la FIFA, voilà, cette ambition, ça vient de là? Bon, ça vient du fait que cette FIFA qui n'était rien est devenue grand et toujours plus grand. C'est aussi une question de pouvoir que vous avez. Et Avalanche, quand il était parti, mais il a vu comment ça se développe, il m'a dit un jour, Sepp, tu as créé un monstre. Vous rendez hommage à votre père, personnage hors norme, contremaître dans l'usine La Lonza en Suisse. Encore aujourd'hui, vous portez toujours du bleu. Il portait le bleu de chauffe. Il était devenu contremaître, mais il gardait le bleu de chauffe. Et encore aujourd'hui, vous avez... Je suis toujours en bleu. Je suis toujours en bleu. J'ai aussi mis la FIFA en bleu qui était avant bleu et jaune. Le jaune, c'est seulement pour le fair play, mais le reste, j'ai mis tout en bleu. Et bleu, c'est le bleu de travail de mon père. Père extraordinaire, hein. Il croit dans vos capacités intellectuelles. Il vous fait lever plus tôt, chaque jour. Oui. Pas seulement moi, aussi mon frère. Qui est de... Oui. On se lève pour aller à l'école à 8 heures. On se lève à 6h30. Donc à 6h30, on est prêt pour partir. Et ça a marqué toute ma vie, finalement, de se lever tôt. Le père, personnage central de votre vie, hein, il y a ce moment extraordinaire où vous êtes jeune footballeur, il doit signer, parce qu'à l'époque vous n'êtes pas encore majeur selon les termes de la loi, il doit signer le contrat pour que vous deveniez footballeur au Lausanne Sport, c'est ça? Oui. Et il le déchire en disant... Avec le football, tu ne gagneras jamais ta vie. Ça veut dire qu'il était un prophète. Mais un mauvais prophète. Bon. C'est ça. Vos débuts à la FIFA, c'est pas grand-chose. La FIFA, vous dites, il y a 11 personnes quand vous y êtes. Hein, quand on imagine ce que c'est devenu, il y a 11 personnes, on vous accueille pas très bien. Non, et puis on me donne le numéro 12. Et à l'époque, le numéro 12 ne jouait pas au football, il était remplaçant. C'est ça. Et puis on m'a reçu, il n'y avait d'abord pas de bureau pour moi, parce que c'était pas prévu que quelqu'un venait. Et plus tard, on m'a donné un bureau et puis on a identifié Coca-Cola bureau, parce que j'avais amené Coca-Cola comme sponsor de la FIFA. Et puis on m'avait mis vraiment, vraiment de côté. Vous n'avez pas de bureau, c'est l'équipementier Adidas qui vous prête un bureau, qui vous offre un bureau gratuitement. Est-ce que ça, c'est pas déjà le fonctionnement? Alors aujourd'hui, on dirait ah, mais c'est de la corruption, c'est de l'échange du conflit d'intérêts, etc. Est-ce que ça montre pas au fond que ça a toujours marché comme ça? Non, parce que j'avais pas de bureau. Et puis ils étaient fournisseurs des équipements, des programmes de développement. Et puis quand j'étais chez Adidas, j'étais payé par la FIFA, pas par Adidas. Et puis je travaillais pour Adidas. Oui. Moi, je faisais des relations publiques. Justement, tout ça, est-ce que c'est pas ces espèces d'arrangements qui font qu'on ne sait plus très bien qui... Oui, mais écoutez, si on veut tout mettre dans une combinaison, ça veut dire que tout le football est seulement basé sur les bénéfices de ceci et de cela. Mais c'est faux. Ça fait partie du jeu, vous le savez bien. Mais bien sûr. En réalité, quand on vous lit, on le comprend. Vous l'écrivez vous-même. Mais oui, mais je me rappelle quand on m'a dit, mais vous étiez sur le payroll d'Adidas. Et je le fais faire par écrit que c'était pas vrai. Quand Robert Louis Dreyfus a repris Adidas, il a donné un papier parce qu'on m'a dit vous étiez payé. Ça a été votre force, parce que vous avez amené les sponsors, vous avez eu ce génie d'amener l'argent dans le monde du football pour le plus grand bien de beaucoup de gens. Est-ce que ça n'a pas été aussi votre talon d'Achille à la fin? Non. À l'époque, et vous avez dit comment à l'époque, et puis même maintenant encore, il y a une loi suisse qui permet de payer des commissions. La loi suisse est encore là, ça dépend dans quel cas. Alors, mais j'ai bien vu à l'époque, parce qu'on voulait me mettre aussi sous un contrat avec un sponsor. Et puis moi, j'ai refusé cela. Et puis quand on a essayé une fois de me donner de l'argent... Vous racontez, hein, il y a de la corruption un peu primitive. Parfois, il y a un type qui vous donne une enveloppe avec 50 000 $. Oui, comme ça, en partant à l'aéroport, et puis il m'embrasse, et puis on a un manteau, puis je regarde, ben, il est parti, et puis il y a 50 000 $ là-dedans. À la FIFA, je donne ça au comptable, pose ça à la société de banque suisse qui existait encore, au nom de ce monsieur, fait un papier que l'argent qu'il a remis
secrétaire général, il peut le retirer là. Mais et puis il l'a retiré. Si on vous lit bien ce qu'a fait le Qatar avec ces millions de contrats, est-ce que c'est pas de la pression simplement plus habile que l'histoire de l'enveloppe dans le Mais manteau? quels millions de contrats? Les millions d'acheter les avions. Mais les avions, ça c'est... je reviens sur ça. Un contrat entre deux pays autonomes n'a rien à faire avec la FIFA. Vous décrivez une personnalité vous-même très catholique. Vous dites la liturgie en latin, vous la connaissiez avant même de savoir lire ou écrire. Oui, je la savais par cœur parce que j'étais servant de messe. Vous la savez encore? Il y a une formule qui vous vient encore? Bien sûr, ça vient. Qu'est-ce qui vous vient encore? Lavamos inter innocentos manos meos. Ça veut dire je lave les mains entre innocents. Puis il dit ça à toutes les... encore maintenant. Je ne sais pas pourquoi on doit se laver les mains. Entre innocents. En innocence. Parce que si on lave les mains, c'est qu'ils ne sont pas propres. Et vous êtes innocent? Alors, je ne suis pas innocent, mais je ne suis pas un gangster. J'ai la conscience tranquille. Seb Blatter, il y a des pages étonnantes où vous parlez du surnaturel. Ça, c'est une part de vous. Alors, il y a une part de vous qu'on connaît. Vous dites l'importance de la foi, croire en soi, croire en vous-même. Ça vous a beaucoup servi. Oui, croire en moi et croire en Dieu. Ouais. Vous priez beaucoup, hein? Oui, je prie beaucoup. Oui. Les mauvaises langues disent toujours, c'est comme les mafiosi. Ils prient beaucoup. Bon, laissez les mauvaises langues dire ce qu'ils veulent. Mais de toute façon, oui, je suis... en fait, avec mon éducation que j'ai eue à la famille, à l'école primaire, où on était vraiment très religieux, chaque jour à la messe. Ensuite, 3 ans interne au collège à Saint-Maurice, et tous les contacts que j'ai toujours eus dans ma vie, je suis un homme qui est profondément penseur et spirituel dans ce sens, oui. Avec une croyance au surnaturel, vous dites, il y a un moment, je crois que vous allez dire la messe, vous allez être servant de messe, et puis vous avez une vision. Oui, j'ai vu une personne, et puis aujourd'hui, donc là j'ai vu une personne, et puis on appelait le curé, enfin, ça fait une histoire à l'époque à Viège, ils m'ont dit, il y en a des gens qui ont dit, il est fou, bien sûr, et d'autres ont dit, attention, ce type-là... Méfiance. Non, méfiance, ils ont dit, il va devenir curé, ou je sais pas quoi. J'avoue qu'on ne vous voyait pas comme ça, a priori, comme la nouvelle Bernadette Soubirous. Il va faire son chemin, mais il n'y a aucun doute. Et quand je vais au cimetière à Viège, où nous avons une tombe familiale, et je parle avec mes parents. Et mon père, il est tranquille maintenant. Lui, il est tranquille. Maman, elle parle toujours un peu avec moi. Le père, il est tranquille. Il dit... vous savez... Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre mère? Ma mère, elle me dit, fais attention. Elle me dit, fais attention, va pas trop vite. Pas ça, comme elle me l'a dit. Quand j'étais jeune, je courais vers le haut, vers le bas, les escaliers, puis elle m'a toujours dit pas trop vite, pas trop vite. Et puis c'est ce qu'elle m'a dit dernièrement, va pas trop vite. Donc reste un peu tranquille. C'est bien à cet âge de dire un peu tranquille. Vous auriez dû l'écouter plus tôt? Ah non, je pouvais pas, sinon je ne serais pas là où je suis maintenant, puis on ne pourrait pas discuter ensemble. Il fallait que tout ça arrive. Sur votre tombe, il faudra marquer quoi? Il a bien vécu. Il a bien vécu. Merci Seb Blatter. On vous lira Ma vérité aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci. Merci, avec plaisir. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.